ce 21e congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française devait se tenir à Tunis. La pandémie en a décidé autrement. Mais 10 ans après la Révolution, ce congrès nous invite à réfléchir à l'émergence d'un acteur moral, jugeant en permanence l'état du monde, pour reprendre l'appel à contribution. Si elle ne fait pas la une des journaux, cette émergence transforme toutes les sphères de la vie, la nature même du lien social et la société dans son ensemble. Le thème du congrès nous invite à nous pencher sur le travail réflexif des acteurs, un travail réflexif qui est particulièrement important dans les mouvements sociaux contemporains et peut-être plus encore parmi les citoyens et les citoyennes qui empruntent une culture militante particulière, la culture alteractiviste. Ce fut notamment le cas de nombreux acteurs de la révolution tunisienne et de bien d'autres mouvements des années 2010. Ce processus ne s'est pas arrêté en 2011. Il est encore en cours et même s'il n'est pas parvenu à donner aux jeunes Tunisiens l'avenir qu'ils espéraient, il a ouvert la voie à de profonds changements au niveau de la subjectivité des acteurs, de leur rapport à la société et à l'État. Aussi, dans cette session plénière d'ouverture du congrès, j'aimerais rendre hommage au peuple tunisien, à ses sociologues et à la révolution de la dignité qu'ils ont menée il y a 10 ans et qui se poursuit. Les révolutions ont ouvert un cycle historique de mobilisation, révolte et révolution qui ont fait des années 2010 la décennie des mouvements sociaux. Elle s'est achevée avec une vague historique de mouvements en 2019 à Hong Kong, au Liban, en Irak, au Chili, en Colombie et dans tant d'autres pays. Ces révoltes, ces révolutions ont été très différentes d'un pays à l'autre, bien sûr, avec des niveaux différents de répression, notamment en Syrie, qui connaissait il y a 10 ans une révolution pacifique, mais aussi avec des revendications spécifiques au niveau national. Cependant, au-delà des spécificités et des dynamiques nationales, ces révolutions, ces mouvements ont eu des points communs importants. Mes recherches portent précisément sur ces quelques dimensions globales, ces résonances globales, c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose qui va au-delà des manifestations nationales. Et j'insisterai rapidement sur 4 points. Premièrement, ces révoltes, manifestations citoyennes et révolutions ont rassemblé des acteurs très différents, mais le cœur de ces acteurs ne résidait ni dans des partis politiques, ni dans des organisations sociales ou des syndicats, ni dans une grande idéologie, ni même dans un nouveau manifeste d'un parti communiste. Au cœur de ces mouvements, il y avait des gens, des citoyennes ordinaires, des jeunes, des retraités. On a vu par exemple en Tunisie un changement de modèle de protestation que nous avons vu à l'œuvre ensuite partout dans le monde et qui en Tunisie a notamment été documenté par le sociologue Mounir Saidini ou par Ranoua Madjoub de l'Université de la Sorbonne qui explique qu'au moment de la Révolution, beaucoup de militants de gauche ont été à côté de la plaque, comme elle dit. Et c'est vrai que même le syndicat, l'UGTT et d'autres organisations, si elles ont joué un rôle dans la Révolution, ont été largement dépassées par elles et ne l'ont pas contrôlée. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on a vu au Chili en 2019, où les communistes, qui espéraient cette révolte sociale depuis longtemps, une révolte contre le néolibéralisme, ils se sont trouvés tout d'un coup dépourvus lorsqu'elle est arrivée. Ils se sont demandé quel était leur rôle, quelle était leur place dans l'estaillis, dans la révolte, qui avait pour centre la place de la dignité. Et donc, ce sont des révoltes, des révolutions de citoyens. Alors, on a beaucoup parlé de notre point commun, les réseaux sociaux. Je pense que c'est certainement important. En même temps, on sait que ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce n'est pas Facebook ou Twitter qui a fait la révolution, mais les citoyens. Et donc, cette alliance entre la rue et les réseaux sociaux ont été importants. Un troisième point, un point commun, partagé, qui me semble très important, c'est le fait que ces révolutions ont eu en commun d'affirmer la dignité et d'exiger la justice sociale et la démocratie. Ce sont des valeurs classiques pour les mouvements sociaux, les révoltes et révolutions. Mais en même temps, et c'est ce que je vais montrer, elles ont été profondément revisitées. On voit dans ces points communs, dans ces revendications, notamment avec les travaux récents et passionnants de Cécile Van de Velde, elle souligne comment il y a des résonances globales dans les revendications des jeunes de Hong Kong, du Chili, de Québec et d'ailleurs. À travers le monde, on voit un ensemble commun avec beaucoup de résonance dans ces mobilisations, notamment autour de l'éducation, de la démocratie. Je revois pour ça aux excellents travaux de Cécile Van de Velde. J'ai vraiment aussi insisté ici sur une 4e dimension commune. C'est une manière de percevoir la justice et de mettre en œuvre des valeurs différentes. Et bien souvent, les sociologues, les politologues ont parlé de cela en termes d'émotion.
On voit aujourd'hui le grand succès qu'a la sociologie des émotions et c'est une bonne chose. Cependant, j'aimerais ici, dans cet exposé, mettre l'accent sur une autre grille d'analyse qui est complémentaire. Davantage que les émotions, à mon avis, ce qui a été central dans ces révoltes sociales, c'est le rapport à soi. C'est le processus de subjectivation entendu comme une volonté de se construire soi-même comme acteur de sa vie. Et donc, ce qu'il y a de commun dans ces mouvements, et c'est là-dessus que portera mon exposé, c'est une combinaison, en fait, de deux choses. D'un côté, des processus de subjectivation, cette construction de soi comme principe de sens, comme acteur éthique, comme un auteur de sa vie. Mais pas seulement ça. Cela se combine à une volonté d'être acteur. Une volonté de ne plus rester passif face aux problèmes sociétaux qu'ils perçoivent, ces acteurs, ces citoyens, ces citoyennes, qu'ils perçoivent et qu'ils vivent à la fois comme des défis sociaux, mais aussi comme des causes personnelles. Et donc, les ressorts de leur engagement, ce qui est au cœur de ces mouvements, de ces révoltes, ce n'est plus dans une organisation, ce n'est plus un nouveau manifeste, mais dans la combinaison de ces processus de subjectivation, de production de soi, et de cette volonté d'être acteur. Face à des causes diverses, la corruption et l'arbitraire qui gouvernent un pays, le saccage de la planète, l'expérience du racisme, ou c'est les abus sexistes qui ont été très longtemps tolérés, tout cela devient intolérable et il y a un sens de la responsabilité personnelle face à ces problèmes qui fait qu'on ne peut plus rester passif. Ce n'est pas la nation, la classe, la religion qui nous dit d'agir, c'est nous-mêmes, cette volonté de cohérence qui est centrale. Et donc là, le concept de subjectivation me semble vraiment un outil précieux pour penser tout cela. Concept de subjectivation qui était très présent dans l'ISLF, qui a été développé notamment par une partie des sociologues francophones, autour d'auteurs comme Alain Touraine, Guy Bajoin, François Dubé, François de Saint-Gly, et aujourd'hui dans l'ISLF, des sociologues comme Jans Purk ou Federico Tarragoni. Je pense que les recherches de ces sociologues francophones ont résonné avec un débat très important dans l'espace anglophone depuis les années 90, avec des auteurs importants comme Charles Taylor, Jürgen Habermas, Margaret Archer, mais aussi Anthony Giddens, Scott Lash ou Ulrich Beck. Pour ma part, j'étudie depuis 20 ans, depuis un colloque de l'ISLF qui était organisé par Madeleine Gauthier, à laquelle je rends hommage ici pour son travail extraordinaire et les dynamiques qu'elle a construites autour d'elle. Donc, pour ma part, j'étudie cette dynamique, cette subjectivation, cette culture activiste particulière, depuis une vingtaine d'années un peu partout dans le monde, notamment auprès des jeunes, mais pas uniquement. Et je vais donc appeler l'interactivisme. Qu'est-ce que l'interactivisme? Eh bien, c'est une culture militante, une culture activiste spécifique, une manière de concevoir l'engagement, le changement social et le monde. Les acteurs, les citoyennes qui l'empruntent, combinent une série de caractéristiques qui rend l'engagement à la fois très personnel et solidaire. Il s'agit pour eux, ils ont une grande sensibilité aux défis globaux pour la justice sociale, mais qui est en même temps une forte dimension personnelle et subjective. Ils parlent de défis globaux, mais ils l'ancrent dans leur vie quotidienne également. Et donc il s'agit pour eux de défendre l'expérience vécue, pour reprendre le thème de Schulz et Habermas, la créativité est essentielle dans une société qui nous formate, qui nous donne un sens de la vie qui est différent, qui est le fait, par exemple, de voir le succès aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup d'argent, des maisons, etc. Eux, ils trouvent l'importance dans l'expérience, de la créativité, la relation aux autres. Ils ont aussi des formes d'engagement préfiguratif. C'est-à-dire que plutôt que de penser le changement social comme une transformation de l'État qui changera la société, il s'agit dès à présent de mettre en œuvre les valeurs dans les pratiques, l'importance de la cohérence entre les pratiques et les valeurs, et finalement cette cohérence par rapport à soi-même. D'où cette centralité de la relation à soi. Comme je le disais, les causes sont à la fois des défis globaux et les défis profondément personnels. Et donc, ce n'est pas du tout égoïste, puisque le rapport aux autres, les défis globaux sont très présents, mais le moteur de l'engagement, ce qui fait bouger, ce qui motive, ce qui fait qu'on ne peut pas rester sans rien faire, eh bien, ce moteur réside dans cette expérience personnelle et dans ce rapport à soi. On agit parce qu'il faut faire quelque chose, qu'on ne peut plus rester passif par rapport aux abus quotidiens de régime, par rapport au saccage de la planète ou par rapport au énième assassinat d'un homme noir par un policier blanc. Et donc ces causes sont à la fois sociales, profondément sociales bien sûr, mais aussi personnelles. Je prendrai 4 exemples.
le premier, à tout seigneur, tout honneur, nous devions être à Tunis, et donc le premier viendra de la révolution tunisienne, mais je dirais aussi de ses suites, puisque cette révolution a commencé en 2011, mais se poursuit de différentes manières dans les subjectivités des acteurs. C'est une révolution qui est menacée par l'absence de futur. Pour les jeunes, on les voit qui sont de nouveau dans les rues aujourd'hui, qui sont opprimés, assassinés pour certains d'entre eux par la police. Mais c'est une révolution donc, qui est limitée dans ses aspects, dans le fait qu'elle ne peut pas donner ce futur, cet avenir, mais qui est en même temps une révolution qui a transformé les subjectivités et le rapport à la société. Et il y a un documentaire que je trouve fantastique d'Alessandro Diaco, un sociologue italien, réalisé avec des étudiants en sociologie de Tunis. Il s'appelle Après le printemps, l'hiver, produit en 2017. Et il montre cet élan de subjectivité, cette transformation des jeunes qui sont le fruit et le moteur de la révolution dont les résultats ne sont pas encore terminés. Alors je vous invite vraiment à le voir, il est disponible sur YouTube. Je prends quelques extraits brefs. Par exemple, un jeune sociologue nous explique qu'aucune organisation n'avait imaginé ça, n'avait imaginé cette révolution. Et là, encore une fois, je l'ai dit, c'est tout à fait ce qu'on revoit aussi ailleurs. C'est une révolution que les communistes chiliens, je le disais, ont pensé, mais finalement, ils n'ont pas imaginé, c'est venu de manière tout à fait différente. Une autre participante à ce reportage nous dit, est-ce que les gens sont conscients qu'on peut changer les choses? S'il y a un changement, il viendra de nous-mêmes. Aujourd'hui, on a besoin de créer quelque chose. Cette dimension créative qu'on voit partout à travers le monde et qui se poursuit aujourd'hui. On voit aujourd'hui en Tunisie de nombreux films, une créativité cinématographique incroyable qui est issue de tout cela. On voit la même chose, par exemple, quand on parle de créativité culturelle au Chili. Au début, pendant les premiers mois, les premières semaines de l'estallido, de la révolte, on a eu tous les jours une nouvelle chanson qui a été créée par rapport à ce mouvement social. Tous les jours. Et donc par des artistes très connus, d'autres un peu moins connus, mais tous les jours, une créativité énorme. Et puis dans ces révolutions, comme dans ce reportage, il y a des questions importantes qui émergent. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Ce n'est pas seulement ne plus avoir Ben Ali, c'est bien plus que ça. Et puis aussi, qu'est-ce que le changement social? Comment est-ce qu'on passe à un changement? Et là, on ne sait pas vraiment. Il n'y a pas de recette. Mais c'est un changement qui ne passe pas que par le politique. Il y a un sociologue qui me semble brillant, nous expliquait dans ce reportage, il nous dit, moi, ce que fait le président, ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai que quand tous les journaux, tous les politologues voient l'agenda du président sans cesse et la transformation qui devrait venir du président du pays, eh bien le changement, il est aussi ailleurs. Et je pense que ce film le dit mieux que d'autres, à travers les subjectivités, la culture et l'art. Deuxième exemple. Dans un domaine assez différent, mais en fait, on voit la même relation à soi, la même réflexivité et cette idée du changement, de la question personnelle de cette grande cause. Ce sont des étudiants écologistes que j'ai interrogés à Louvain-la-Neuve, mais ce sont les mêmes qui sont sortis dans les rues, dans le mouvement Youth for Climate, Friday for Future, les vendredis, les grandes manifestations hebdomadaires. Et donc, qu'est-ce qu'ils me disaient? Notamment, l'une d'entre elles disait, surtout, je ne veux pas participer à tout ça, à cette destruction de la planète. Je ne veux pas penser que des gens souffrent à cause de mes choix de consommation. Et donc ici, on voit non seulement la destruction de la planète, mais qui s'intègre dans cette relation à soi. C'est-à-dire que je ne veux pas penser, je ne veux pas réfléchir, cet aspect réflexif si important, en disant qu'il y a d'autres personnes qui souffrent à cause de ce que je fais dans mes actions quotidiennes. C'est le quotidien, c'est le soi, mais les autres aussi. Le problème, c'est que ce sont des gens qui souffrent à cause de cette destruction de la planète. Et donc, ce n'est pas égoïste, mais c'est profondément personnel. Une autre me disait, je comprends ce qui se passe autour de moi et j'agis en conséquence. Mais surtout, pour pouvoir dormir la nuit sans la culpabilité de savoir que je participe au massacre de la planète. Et là, on voit comment le changement climatique, ce n'est pas juste des incendies au Canada, ce ne sont pas juste des ours polaires qui n'ont plus rien à manger. Non, c'est quelque chose de quotidien. Quelque chose non seulement auquel on pense constamment, quelque chose qui nous transforme. On n'est pas la même personne quand on pense dans ce mouvement. Quand on pense, quand on vit sur une planète limitée, il y a le sens de la réflexivité, mais aussi de la responsabilité personnelle. Le changement climatique, c'est une question personnelle, c'est aussi une question quotidienne. Le quotidien est politique. La manière de se déplacer, bien sûr, de manger, moins de viande notamment, mais aussi même de se laver. Enfin, tous les gestes du quotidien sont transformés par cela et même la subjectivation, la construction de soi est différente une fois qu'on est dans ces mouvements écologistes, qu'on a cette conscience planétaire. Quatrième exemple, cette fameuse et extraordinaire révolte chilienne, qui a beaucoup de choses en commun avec la révolution tunisienne, notamment cette centralité de la dignité. La place où ont lieu cette marche, cette manifestation, a été rebaptisée la place de la dignité. Ce que me disent les gens que j'ai interviewés là-bas en 2019, me disaient, c'est plus que la démocratie, nous voulons la dignité. Ils nous disent, là c'est le slogan, aujourd'hui,
nous sommes dans les nouvelles, dans les informations, mais demain, nous serons l'histoire. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ces mouvements. Ce sont des individus qui, tout d'un coup, se sentent acteurs. On fait l'histoire. La politique, ce n'est pas un truc éloigné de nous, c'est ce que nous faisons aussi sur la place, dans les manifestations et dans le quotidien. Parce que où est le changement? Bien sûr, en politique, avec un succès, j'y reviendrai aujourd'hui avec l'Assemblée constituante du Chili. Mais aussi, ce qu'ils me disent, c'est nous ne serons plus les mêmes. On ne sera plus jamais les mêmes parce qu'on a été transformés par ce mouvement qui est à la fois nous-mêmes et qui nous transforme. J'y reviendrai. Une étudiante me disait, quand je lui demandais quel est l'impact de ce mouvement, quel est l'impact pour toi de ce mouvement, elle me dit, depuis le 18 octobre, jour du début du mouvement, on parle de nos émotions dans ma famille. Quel impact, quel mouvement fantastique qui réunit des millions de personnes sur les places et qui fait qu'à la table du repas familial, on parle de ces émotions alors qu'on ne le faisait pas avant. Là, c'est un impact extraordinaire. Il faut que nous voyions ces impacts. Nous, sociologues, les impacts ne sont pas que politiques. C'est un mouvement aussi dans lequel la confiance envers les autres, la solidarité est très importante face à la répression policière, mais aussi le petit geste du quotidien. On l'a vu à Corps lors de la pandémie où des cuisines, des réfectoires communs ont été organisés dans les quartiers. Et cette confiance est essentielle. Encore une fois, ce ne sont pas des mouvements égoïstes, ce sont des mouvements qui se font avec les autres, et surtout dans une société où le néolibéralisme règne en maître, où on nous apprend depuis tout petit que c'est une société de compétition, il faut avoir plus que les autres, une société de la défiance, où il faut avoir peur des autres ou ne pas leur faire confiance. Et donc, retrouver la confiance entre les citoyens ordinaires, c'est tout à fait essentiel. On l'a vu dans cet extraordinaire mouvement chilien. Quatrième exemple, donc je suis passé là des mouvements du début de 2011 avec la Tunisie, avec l'écologie qui a marqué toute la décennie certainement, la révolte chilienne qui vient à la fin de cette décennie des mouvements sociaux, des mouvements qui ne sont pas terminés, et puis, bien plus près de nous, cet extrait que j'ai trouvé qui est tout à fait passionnant, Paxton Smith. J'espère que vous l'avez vu également sur YouTube. C'est une jeune, 18 ans, du Texas, aux États-Unis. Lors de la remise des diplômes, l'équivalent du bac, c'est elle qui doit faire un discours pour sa génération, pour sa classe, et elle avait un discours officiel, mais au dernier moment, elle change de discours, un discours qui n'a pas été révisé, et elle parle de ce qui, selon elle, comme elle le présente, la seule chose qui apporte à ce moment. C'est la loi qui était en train d'être votée par le Congrès du Texas et qui allait interdire l'avortement après 6 semaines. Une chose dramatique, puisque à 6 semaines, on ne sait pas très bien, les femmes ne savent pas très bien si elles sont enceintes ou pas. Et une fois qu'elles l'apprennent, c'est déjà trop tard, elles ne peuvent plus avorter. Et donc là, on voit le regain des mouvements réactionnaires qui est très important. Mais alors, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est non seulement l'occasion comme elle l'a fait, elle est seule, il n'y a pas un grand mouvement derrière, il y a une initiative personnelle, et en même temps, elle s'inscrit tout à fait dans un mouvement social, féministe, pour l'émancipation. Mais elle est seule, ce n'est pas une organisation. Et puis la manière dont elle l'aborde, qui part d'elle-même. Ce ne sont pas les grands idéaux qui sont d'abord évoqués, c'est elle-même, son expérience, sa vie, son ressenti. Je la cite ici. J'ai des rêves, des espoirs et des ambitions. Toutes les filles ici en ont. Nous avons passé notre vie à travailler pour notre avenir. Et sans notre consentement ou notre participation, on nous a enlevé le contrôle de notre avenir. Cet avenir si important qu'on retrouve dans la discussion avec tous les jeunes Tunisiens d'aujourd'hui. Elle dit un peu plus loin, je suis terrifié à l'idée que si mes contraceptifs échouent, que si je suis violée, alors mes espoirs, mes efforts, mes rêves tomberont à l'eau. J'espère que vous pouvez ressentir à quel point c'est déchirant, à quel point c'est déshumanisant de se voir retirer l'autonomie sur son propre corps. Un discours qui a beaucoup marqué, parce qu'on voit ici toute l'importance de ce ressenti personnel. La politique, c'est à la fois c'est quelque chose de très collectif. Et elle le dit clairement dans son discours. Je parle pour vos filles, pour vos mères, pour toutes les femmes du Texas. Et donc c'est bien sûr collectif, mais c'est présenté à partir de l'expérience vécue, à partir du personnel, à partir de la profondeur de l'expérience vécue, et en même temps collectif. Et donc très personnel et très collectif à tous les niveaux dans ces mouvements, et c'est ça que nous devons comprendre et mieux intégrer sans doute en sociologie, comme le font déjà, ces dimensions personnelles et subjectives des mouvements contemporains. Le fait que ces citoyennes et citoyens se sentent personnellement affectés par la cause, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à eux-mêmes, qu'il y a une responsabilité personnelle, qui nous oblige à être non seulement cohérents par rapport à ces pratiques et ces valeurs, mais aussi qui nous oblige à agir, parce qu'on ne peut pas ne rien faire. On ne peut plus ne rien faire. Ce sont des mouvements qui traversent ces acteurs, les sujets, les transforment. Des mouvements qui sont à la fois personnels et profondément collectifs, sociaux, politiques. Et là, je pense
que nous avons un outil conceptuel important pour les saisir, qui est donc ces processus de subjectivation, ce travail de l'individu pour se construire comme une personne, comme un principe de sens qui est au cœur de ces mouvements, mais pas uniquement, puisque je disais, il s'agit aussi d'être acteur, pas seulement de se construire soi-même. Et donc, pour cela, quand on voit tout cela, ça nous invite à repenser l'engagement autrement, en dépassant les clivages classiques entre l'individualisation, la subjectivation d'un côté et l'engagement. Je le disais, c'est individualisé, mais pas égoïste. On se construit soi-même, mais le rapport à l'autre est important. Et puis aussi ce clivage, ce fameux clivage qui a trop longtemps fait une dichotomie dans la sociologie des sciences politiques entre la vie privée et l'engagement public. C'est comme si, quand on parle de mouvements sociaux, comme si tout ce qui est important, tout ce qui se passe, c'est ce qu'il y a dans les journaux, ce qui est dans la presse, l'espace public. Or, ce qui se passe, ce qui est important, c'est aussi ce que joue au niveau personnel, dans le quotidien, c'est aussi politique, ce changement de soins. Il y a un engagement qui redevient total, non pas comme avant, je reprends ici le débat relancé par Jacques Hillon il y a une vingtaine d'années, c'est un engagement qui n'est pas total dans le sens où toute notre vie n'est pas féodée à une organisation, un parti communiste, comme c'était le cas en France dans l'exemple repris par Jacques Hillon, mais c'est un engagement qui est total dans le sens où il implique la subjectivité et toutes les sphères de la vie des individus. On n'est pas écologiste les vendredis quand on va manifester ou quand on organise une action, non. On est écologiste dans sa vie, on ne l'est pas. On est écologiste quand on se lève le matin en évitant d'allumer la lumière et en ouvrant les fenêtres peut-être, ou en mangeant autrement. On n'est pas féministe au moment où on va faire une action. Non, on est féministe, on ne l'est pas dans sa vie. Et donc, ça implique toutes les sphères de la vie. On ne peut pas distinguer l'engagement de la vie, finalement, pour ces acteurs. Et je parlais des émotions, cette idée qu'on reparle des émotions. On parle des émotions en famille. Après ce mouvement au Chili, on voit bien là comment toutes les sphères de la vie sont appliquées dans un engagement qui est total d'une manière différente de ce que pouvait être un engagement total il y a 50 ans, mais qui applique toutes les sphères de la vie. Il y a cependant 6 malentendus qu'on retrouve très souvent quand on parle de ces mouvements. Je vais passer en revue assez rapidement, simplement pour éviter qu'on tombe dans des raccourcis. Le premier, c'est que ce sont des mouvements qui sont à la fois individuels et collectifs. On pense trop souvent les mouvements sociaux comme ce passage d'une critique individuelle à une critique collective. Non, la critique individuelle ne disparaît pas, elle demeure lors du passage au collectif dans ces mouvements. Ce qui motive l'action, je le disais, c'est une relation à soi, une recherche de cette cohérence personnelle que les psychologues sociaux ont appelée l'égosatonie, donc ici, et que Carla Henriquez notamment a développé dans ses travaux sur le Chili, sur la révolte chilienne. On voit bien ici l'importance d'un dialogue plus fort avec la sociologie clinique, avec la psychologie sociale. C'est aussi une transformation de la vie quotidienne et des mouvements qui traversent les individus, ça me paraît fondamental. Il y a une espèce de déplacement de la lutte. Un de mes amis, le sociologue et philosophe basé au Mexique, John Holloway, disait très justement en 2002 que les opprimés ne sont pas seulement un groupe particulier de personnes, ce sont aussi des aspects particuliers de la personnalité de chacun d'entre nous. Notre confiance, notre sexualité, notre créativité, qui est opprimée par le système patriarcal, capitaliste, colonial, raciste. C'est vrai, mais je pense aussi qu'il faut ajouter l'autre partie. Les opprimés sont une partie de chacun d'entre nous, mais aussi les oppresseurs. C'est-à-dire que le capitalisme, le patriarcat, le racisme, ce ne sont pas que des choses extérieures, c'est des choses qui traversent chacun d'entre nous et peut-être plus encore chacun de ses militants. Il n'y a pas de... Moi, par exemple, je prends mon cas personnellement, homme blanc éduqué en Europe, évidemment, le patriarcat, le racisme, le colonialisme, ce sont des éléments qui ont été intégrés dans ma socialisation et quelque part avec ces mouvements, mais ils me traversent. C'est une partie de moi-même qui doit toujours être vigilante par rapport à ce machisme qui peut réapparaître, qui est présent quelque part malgré nous, avec nous. Et donc, de même, le capitalisme, combien de sociologues parlent sans cesse de ce contre le capitalisme, contre la société de compétition, contre le néolibéralisme, et en même temps, combien d'entre nous reproduisons cette comparaison, cette compétition, cette accumulation dans la manière de faire la recherche. Donc, c'est encore plus vrai pour les acteurs, les activistes. C'est une chose de dénoncer les choses, c'est l'autre chose de voir comment ces mouvements, ces enjeux nous traversent. Et c'est particulièrement le cas par rapport au racisme qui réapparaît encore bien plus, qui était exacerbé par la pandémie. Donc voilà, ces mouvements traversent les individus, ils demeurent, ils sont à la fois individuels et collectifs. Deuxième malentendu,
le fait que ces mouvements ne sont pas qu'une affirmation de soi, c'est bien plus une transformation de soi. Le mouvement comme Nuit debout, par exemple, il y a 5 ans, à Paris et dans toute la France, on a dit que c'est un mouvement expressif, c'est vrai, qui a libéré la parole. Des jeunes, et c'était fantastique, des moins jeunes ont appris à parler en public. C'est très important dans une démocratie. Mais ce qu'ils m'ont tous dit, c'est que bien plus qu'apprendre à parler en public, ils ont appris à s'auto-limiter, ne pas parler tout le temps, écouter les autres, travailler avec les autres. Et donc, c'est une transformation de soi, c'est pas juste s'affirmer, affirmer plus fortement ce qu'on est, non, non, c'est se transformer, accepter d'être bousculé. Et donc, c'est à la fois, c'est bien plus une transformation de soi qu'une affirmation de soi. Troisièmement, troisième malentendu, ces engagements sont personnels, mais pas solitaires. Ce n'est pas chacun dans son coin. On part, le moteur est sans doute dans la relation à soi, mais ce sont des relations, c'est très important, cette réinvention du collectif, notamment dans les relations interpersonnelles qui sont fondamentales, des relations qui sont intersubjectives, des rencontres avec l'autre, de personne à personne, sans statut social. Donc, comme ils disent, qu'on soit professeur, médecin ou réfugiés, sans-papiers, chômeurs, c'est pareil. Ce qui compte, c'est la relation d'une personne à une personne. On parle de notre expérience vécue à partir de soi, du plus profond de soi. Et donc, ce que font tous ces mouvements, c'est créer et recréer cette confiance interpersonnelle. C'est si important, cette société de défiance dans laquelle on apprend à se méfier des autres, à être en compétition avec les autres. Ils font aussi dans ces mouvements, ces occupations de place, ces révolutions, on doit apprendre à agir ensemble tout en étant des individus autonomes. Ce n'est pas évident, il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas faire si chacun reste uniquement un individu autonome, évidemment. Et donc, il s'agit d'une transformation de la manière de vivre ensemble et des défis pour décider ensemble et des limites, bien sûr, de ces mouvements, de ces formes d'action. J'y reviendrai. Repenser le collectif, c'est aussi autour d'espaces d'expérience. Les AT, les occupations de place, des espaces de mouvement, les groupes de confiance militants, les groupes de parole féministes, sont autant d'espaces d'expérience qu'on peut définir comme des espaces suffisamment autonomes et distants de la société capitaliste, patriarcale, coloniale, pour permettre 4 choses. Vivre selon ses propres principes d'autonomie, ses propres normes, fonctionnement plus horizontal par exemple, respecter l'égalité entre femmes et hommes, etc. Deuxièmement, construire des relations sociales conviviales, des relations fortes, je viens de le dire. Troisièmement, exprimer sa subjectivité, ce qu'on est vraiment, sa créativité. Et quatrièmement, ce sont des espaces favorables à ces processus de subjectivation. Et donc les mouvements d'aujourd'hui ne feront pas que s'opposer à un État, demander des lois, des réformes, s'opposer à une loi. Non. Ils créent des espaces d'expérience, espaces dans lesquels ces acteurs peuvent se rencontrer, qui sont un pied dans le monde, un pied à l'heure du monde, où on peut être différent, mettre en place un autre monde de cet engagement préfiguratif et surtout se transformer en étant qui on est, sans faire semblant. Quatrième malentendu, si j'ai bien dit que, non, pardon, ici, donc, un exemple sur les territoires de l'expérience, notamment les ZAD, ces zones à défendre en France. Martin, 20 ans, disait que la ZAD, c'est une expérience de vie en collectivité. Ce n'est pas individuel, c'est collectif. Sur les ZAD, on met tout en commun, savoir et pratique. On n'est pas seulement dans une contestation du système, on recherche, on construit et on propose un mode de vie alternatif. C'est vraiment cette idée qu'on n'est pas composé à quelque chose, on construit autre chose à partir de son expérience et avec les autres. Quatrième, donc je disais quatrième malentendu, c'est le rapport aux organisations. Les organisations, je l'ai dit, sont moins importantes, ne contrôlent pas, n'organisent pas ces mouvements. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes, mais les organisations sont plutôt des supports à des engagements, des projets personnels et collectifs. On l'a vu dans tous les mouvements, Occupy, Nuit debout ou tant d'autres, les organisations ont été présentes, ont des ressources, d'expérience, la continuité. C'était aussi le cas avec le GTT, notamment le GTT, le syndicat en Tunisie. Et donc, les organisations sont bien présentes, mais ce ne sont pas elles qui sont le moteur de l'engagement. Cinquième malentendu, cinquième défi théorique, c'est de penser que, comme j'ai tant insisté sur cette dimension personnelle, la transformation de soi, l'expression, y compris artistique, c'est essentiel dans ces mouvements, mais attention, ces mouvements ne sont pas uniquement des mouvements culturels. Les enjeux ne sont pas que post-matérialistes. Quand il s'agit d'expression artistique, mais s'agit d'autres choses, eh bien, on voit dans ces mouvements que l'égalité et la justice sociale est de retour en force dans les manifestations, dans les enjeux des mouvements sociaux. Ce ne sont pas ce qu'on a appelé les nouveaux mouvements sociaux qui seraient centrés sur des revendications identitaires, plus culturelles. Non, non. Ici, on a des concepts qui peuvent paraître centrés sur ces dimensions plus culturelles, comme la dignité. Mais quand on leur demande comment ils les définissent, on voit directement qu'il y a une dimension sociale, économique, de justice sociale.
Par exemple, un jeune Tunisien que j'interviewais en mars 2013 me dit, quand je lui demande qu'est-ce que la dignité pour toi, il me répond, la dignité, c'est que je puisse vivre en étant indépendant. Lorsque j'ai un travail, je peux garantir ma vie seul, sans devoir compter sur ma mère, sur ma famille. Un chômeur qui n'a pas une source d'argent, il a toujours honte de demander à sa mère, à l'âge de 25 ans, lorsqu'il gagne son argent, il peut marcher la tête haute. Et donc la dignité, c'est aussi avoir un salaire, ce n'est pas qu'une dimension subjective et culturelle, évidemment. Et puis finalement, ces mouvements ne sont pas qu'à propos de la subjectivation, j'ai beaucoup insisté là-dessus, il s'agit aussi de changer le monde. Et là, ces ZAD, ces révolutions, ces occupations sont fantastiques parce qu'elles donnent le sentiment d'être acteur. L'expérience personnelle, individuelle croise l'histoire collective. Et ça a un impact sur le long terme pour ces acteurs. En même temps, est-ce qu'on passe aussi vite de l'expérience personnelle à la subjectivation au changement social? Vivre selon ses propres principes, changer le monde, est-ce que c'est la même chose? Parfois oui. Est-ce qu'on change le monde uniquement en consommant différemment, uniquement en changeant la relation entre soi? Et bien on a vu avec les révolutions arabes, mais aussi pour l'écologie, que c'est important, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas changer le monde uniquement en multipliant les îlots alternatifs, qui sont tous très importants, mais dans un océan qui serait capitaliste ou consumériste. Et donc là, il y a des limites de ce qu'on appelait l'anti-pouvoir. Changer le monde sans prendre le pouvoir, c'était le slogan auparavant, c'est important, il y a beaucoup de choses à faire dans le quotidien, mais en même temps, il y a aussi d'autres acteurs en face qui font bien d'autres choses et on ne peut pas ignorer l'impact de ces dimensions politiques. D'où la question, quel résultat, quel impact de ces mouvements 10 ans plus tard? Avec, on le voit très clairement aujourd'hui, notamment en Tunisie, en interrogeant les jeunes, une désillusion très forte, désillusion qu'on a vue très fortement, notamment en Turquie, autour du mouvement du parc de Gezi, où on avait l'impression que le parc de Gezi, la place de Gezi occupée en 2013, que le sort de la démocratie en Turquie se jouait là, sur la place de Gezi, que la démocratie se réinventait. Et puis on a vu en force la répression des mouvements autoritaires, le succès du président aujourd'hui très autoritaire Erdogan, et donc pour dire que finalement c'était une illusion d'un consensus social, tout le monde ne pense pas comme sur les places occupées. Et la politique institutionnelle a ses propres règles et a fonctionné. Et puis surtout, on a vu depuis 2013-2015 surtout, avec le Brexit, Donald Trump, la montée des régimes réactionnaires un peu partout dans le monde, que si les mouvements sociaux produisent la société, comme le dit toujours Alain Touraine dans son excellent dernier livre, les mouvements réactionnaires aussi produisent la société. Ces mouvements autour de la subjectivité, de l'action, ont été victimes de répression un peu partout dans le monde, le sont encore aujourd'hui, et pas seulement en Chine, à Hong Kong ou ailleurs, aussi en France, où on a vu une répression policière qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe face aux mouvements sociaux. Et puis les acteurs réactionnaires, des contre-révolutions, que ce soit autour de l'avortement, autour de la démocratie, partout ont eu un grand impact de la deuxième partie de la dernière décennie. Et donc tout cela a limité l'impact de ces mouvements sociaux. En même temps, ils ont eu un impact, notamment en politique, mais aussi ailleurs, de la créativité culturelle, la transformation de la subjectivité. Un gros impact aussi dans les innovations politiques qui ont été considérables au long de ces décennies qu'il faut mettre en évidence. Parce que nous ne sommes pas aujourd'hui uniquement dans un retour des mouvements des acteurs autoritaires. Non, il y a une série d'innovations d'acteurs progressistes vers l'émancipation. Avec, par exemple, beaucoup à Barcelone, où la maire actuelle est venue des mouvements sociaux, il y a toute une série de choses dans les quartiers qui est extraordinaire, qui continue à être important, même si on a vu aussi le retour de partis d'extrême droite en Espagne. Au Brésil, où il y a bien sûr Bolsonaro, l'extrême droite, et en même temps, des chercheurs comme Flavia Faria, dans sa thèse qu'elle défend ces jours-ci, montrent bien comment des élus, des citoyennes surtout, ont mis en place d'autres mécanismes, des mandats électifs multiples, qui ont fait qu'il y a un nombre considérable de femmes noires qui ont été élues lors des élections municipales, et c'est une petite révolution au Brésil. Et puis récemment, la semaine dernière, extraordinaire, après l'estallido de la révolte chilienne, qui est devenue l'Assemblée constituante, c'est élu une présidente mapuche, une présidente indigène. Ces mapuches qui ont été toujours réprimés, occultés et invisibilisés dans l'histoire, dans l'identité chilienne. Mais aujourd'hui, c'est une Mapuche qui est à la présidence de cette Assemblée constituante. Et ce n'est pas un petit événement qui est issu directement de ces révoltes, de la révolte chilienne de l'estallido de 2019. Donc il y a malgré tout des impacts politiques. Des impacts politiques plus classiques aussi. Pourrait-on penser aujourd'hui de la politique de Biden aux États-Unis sans les mouvements de la décennie, sans l'altermondialisme qui s'est offusqué, qui a montré les limites du néolibéralisme. Aux États-Unis, Biden a dit maintenant il faut arrêter de penser que l'État c'est le problème. L'État peut apporter des solutions.
c'est la fin de l'idéologie, l'hégémonie du néolibéralisme. Ce ne serait pas arrivé sans le mouvement intermondialiste. Alors bien sûr, ça arrive plus tard, une décennie peut-être après le point fort de ce mouvement aux États-Unis. Occupy Wall Street, il y a 10 ans également, a remis les inégalités au centre du débat. C'est aujourd'hui très présent dans la politique de Biden. Le changement climatique avec ses mouvements écologistes, c'est intégré dans la politique de Biden. Et bien sûr, Black Lives Matter, ce mouvement qui revendique les droits simplement des Noirs américains, eh bien, on le voit à quel point il a été intégré dans la politique d'un président qui a toujours été très modéré. Si ces politiques le sont moins aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un impact des mouvements sociaux de cette décennie. Mais finalement, l'impact principal de ce mouvement, et je conclurai par là, c'est peut-être plus encore dans la connexion des acteurs aux valeurs. Les valeurs sont un peu les mêmes qu'auparavant. Ce sont des valeurs de la démocratie, de la justice sociale, la dignité. Ce qui est différent, c'est la manière dont ils se connectent à ces valeurs. La démocratie, c'est une revendication, bien sûr. On veut un régime plus démocratique, pas corrompu, pas dominé par une élite, mais ce sont aussi des pratiques. On la met en place sur les places, dans les quotidiens, dans les écoles, à l'université. Et puis c'est aussi et surtout une exigence personnelle. La démocratie, la dignité, le féminisme, l'écologie, c'est quelque chose qu'on s'exige et qu'on exige aussi à soi-même. La démocratie, me dit un jeune étudiant égyptien, c'est aussi une manière de vivre. C'est vivre avec les autres personnes comme elles sont. Il s'agit de se réapproprier la démocratie au niveau personnel et collectif. Une démocratie qui ne s'est jamais limitée à la politique représentative, c'est bien plus que tout cela, avec des relations différentes à l'État. Donc, cette autre façon de concevoir la justice, de penser la société, c'est ce que beaucoup de sociologues ont montré, notamment en Tunisie ces dernières années, mais aussi en France. J'aimerais ici rendre hommage à Didier Lapéronie, malheureusement disparu il y a quelques mois, qui écrivait en 2014 « Les revendications sociales sont formulées beaucoup moins autour d'une exigence d'égalité que dans le répertoire moral du respect et de la dignité. » Tout à fait. C'est tout à fait ça qu'on voit partout dans les mouvements d'aujourd'hui, mais aussi dans la vie. Lui, il n'étudiait pas les mouvements sociaux, mais plutôt ce qui se passait dans les banlieues françaises. Eh bien, on voit la même chose bien au-delà des mouvements sociaux. On le voit aussi en interrogeant des jeunes Tunisiens sur leur concept, leur idée de ce qu'est la justice, comme l'a fait Imet Meliti dans son dernier livre. Et donc, finalement, pour conclure, quel rôle de la sociologie face à tout cela? Premier rôle, certainement, c'est de visibiliser ces transformations qui vont au-delà de la politique institutionnelle. Changer le monde, ce n'est pas que changer de régime politique ou de gouvernement. Deuxièmement, une attention au sens, aux acteurs historiques, comme le dit Anna Touraine, parce que, et là, il y a aussi des transformations subjectives qui sont en jeu dans ce changement social et qui produisent ce changement social. L'enjeu de la sociologie, et ce n'est pas nouveau, on le voit avec Durkheim, Elias et tant d'autres, c'est faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur des individus, cette relation à soi, avec des enjeux macro des évolutions de société, comme le fait par exemple Guy Bajoin avec ses modèles socioculturels, ou toute la sociologie d'Anna Touraine avec la subjectivation, les mouvements sociaux. Et donc, la société fabrique des individus qui transforment, qui fabriquent la société. Et donc, c'est le cœur de ce qui est discuté dans toute la sociologie. On doit le reprendre aujourd'hui, ce lien entre la psychogenèse et la sociogenèse, comme nous invitait à le faire Elias. Et puis, une sociologie aussi qui doit savoir aujourd'hui, plus que jamais, que les connaissances que nous produisons sont situées au nord et au sud de la planète. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en exergue notamment l'importance aussi de cette sociologie pensée avec nos collègues, avec des acteurs tunisiens ou des acteurs du sud et des sociologues du sud de la planète. Et puis une sociologie aussi finalement qui participe à défendre la démocratie. J'aimerais pour cela, je vais conclure en prenant 2-3 minutes pour aussi tirer 4 leçons d'une sociologie tunisienne. Je pense que nous devons bien plus intégrer. Aujourd'hui, quand on pense à une sociologie globale, il faut d'abord intégrer davantage les sociologues, les acteurs du Sud, non pas seulement comme des terrains de recherche, mais comme des producteurs de savoir, de connaissances pour une sociologie globale multisituée. Et la Tunisie nous montre un bon exemple. 4 leçons rapidement. Premièrement, l'importance de la place donnée à la coproduction des savoirs et des connaissances entre chercheurs et acteurs. Ici, encore une fois, le documentaire Après le printemps d'hiver est extraordinaire à ce niveau. Les étudiants en sociologie de Tunis qui l'ont produit, qui parlent dans ce reportage, disent par exemple, nous sommes une nouvelle génération de chercheurs qui ne travaillons pas comme des pompiers pour l'État, nous sommes une génération qui sera en première ligne avec les luttes sociales. Et donc, il y a une place pour la sociologie engagée aussi. Toute la sociologie ne doit pas forcément être engagée, mais il y a certainement, c'est tout à fait légitime aussi, de produire ces connaissances avec les acteurs de manière engagée, parce que les acteurs eux-mêmes sont très réflexifs et produisent ces savoirs. Deuxièmement, ce qu'on apprend notamment dans ce film, c'est l'importance d'ouvrir les études supérieures
d'ouvrir les carrières de sociologie à des jeunes de différents milieux sociaux. Non seulement pour rendre la sociologie, pour rendre l'université, pour rendre les études supérieures plus démocratiques, mais aussi parce qu'eux améliorent la sociologie. On le voit en Tunisie, on le voit très clairement au Brésil, quand, grâce à Lula, beaucoup de jeunes femmes, notamment noires, des favelas, des bidonvilles, ont pu accéder à l'université. Certaines ont fait des carrières, ont fait des études en sociologie, des licences puis des masters, maintenant des doctorats. Et puis on voit comment des personnes comme Marielle Franco, sociologue assassinée il y a 3 ans maintenant, comment elles ont produit des savoirs, des connaissances qui étaient invisibles avant, à partir de l'expérience, à partir des favelas. Et c'est essentiel donc d'ouvrir, de continuer à ouvrir, d'aider davantage de jeunes issus de quartiers populaires, différents milieux, pour le faire. Et puis, troisième leçon, le fait que nous, sociologues, nous sommes aussi traversés par ces mouvements et ces contre-mouvements. On ne peut pas rester neutre face à ça, parce qu'on n'est forcément pas traversé par cela. Et je prendrai une leçon ici d'un autre Tunisien, d'une autre époque, de Tunis qui à l'époque s'appelait Carthage, Terence, philosophe du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui disait « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et c'est le cas des sociologues. Peut-on rester neutre face à cela? Est-on en dehors du monde pour étudier ces mouvements? Non. Et ici, je pense que le texte d'Himmet Meleti dans Sociologie, dans le dernier numéro de Sociologie, est tout à fait stimulant à ce niveau. Il faut aller quelque part au-delà de cette neutralité axiologique. Il écrit « Les exigences de neutralité dont doit répondre le chercheur en tant qu'observateur extérieur butent ici sur leurs propres limites. Elles ne doivent pas prendre le risque de manquer de saisir le sens de ce qui se joue aux yeux des acteurs concernés. » Cette sociologie critique ne peut pas se contenter de dévoiler les structures objectives de domination. Non, il y a aussi cette posture de détachement moral n'est plus possible. Il est d'autant moins possible, et c'est la dernière leçon qu'on peut en tirer, que la sociologie, ces analyses contribuent à la démocratie, et cette sociologie est dès lors aussi menacée aujourd'hui dans différents endroits du monde par le retour de l'autoritarisme et des tendances réactionnaires. On le voit partout. Clairement, quelle sociologie en Turquie, combien de sociologues emprisonnés aujourd'hui, combien de sociologues menacés à travers le monde, ou même en France, où des ministres veulent dire quels sont les concepts que les sociologues peuvent utiliser ou pas, avec un concept comme l'intersectionnalité qui est central à travers le monde, dans de nombreux pays utilisé par de nombreux sociologues, et que les ministres ne veulent pas avoir utilisé. Donc là, cette sociologie est menacée dans la liberté de la recherche un peu partout dans le monde. Et là, forcément, il faut aller au-delà de la neutralité axiologique, Wertfreiheit, qui est plutôt, non pas neutralité axiologique à la traduction française, une mauvaise traduction, mais plutôt la liberté en valeur. Je conclurai en reprenant donc Max Weber, qui avait cette idée de ce texte, la science comme vocation, et de l'autre texte, la politique comme vocation. Là, je pense qu'il faut rajouter un troisième terme. Si nous avons la science comme vocation et d'autres la politique comme vocation, nous avons en commun quelque chose qui est la démocratie. Entre la science, la sociologie en particulier, et la politique, il y a la sociologie comme un ethos partagé. Et donc, à cette relation entre le savant et le politique, je pense qu'on peut ajouter les mouvements sociaux entre les deux, et pour défendre cette démocratie qui est menacée partout dans le monde, et cette sociologie aussi, qui est menacée précisément parce qu'elle fait partie intégrante des sociétés démocratiques. Je vous remercie tous pour votre attention et je vous laisse ici avec quelques références pour ceux qui souhaitent aller plus loin autour de cette sociologie avec des acteurs qui sont profondément réflexifs et pour lesquels la relation à soi est devenue un élément central dans les mouvements sociaux comme dans toutes les sphères de la vie. Je souhaite à tous un excellent congrès et je remercie le président du congrès, Himmet Meleti, pour cette invitation et pour ce thème extraordinaire auquel il nous invite à réfléchir pendant 4 jours.